Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième interview sur la semaine de la vie étudiante et nous sommes aujourd'hui en compagnie de Paul-Antoine Vinouz. Donc bonjour Paul-Antoine. Bonjour. Paul-Antoine, tu es ancien étudiant de l'ENSA Bretagne. En L2, tu as intégré l'UNEAP. Tu en as été le vice-président en 2015-2016, puis président en 2016 et 2017. Ensuite, tu t'es engagé au sein de ton établissement. Tu es devenu représentant étudiant au Conseil de la vie étudiante. Puis, tu as contribué à l'élaboration de 2 workshops en 2016 et 2017. C'est durant tes engagements à l'UNEAP que tu intègres le comité de suivi licence, master et doctorat au CNESER. Tu quittes ensuite tes études d'architecture, tu intègres alors la FAGE, la Fédération des associations générales étudiantes, en tant que chargée des affaires culturelles, et tu te réorientes dans un master spécialisé dans le management public au sein d'un parcours intitulé Développement et management des universités. En 2018, tu crées avec quelques comparses la Fédération des associations de Haute-Bretagne, un rassemblement d'associations qui a volonté d'œuvrer pour la jeunesse bretonne. Pour en revenir sur ton parcours, tu t'engages dès la 2e année dans un investissement à l'échelle nationale, à l'UNEAP. Il est assez peu commun de commencer un investissement étudiant à cette échelle. Dans quel contexte as-tu pu directement intégrer cette association et comment ce choix s'est-il opéré? Il faut savoir qu'à l'époque, l'UNEAP était vraiment toute petite encore. Et nous, on ne connaissait pas du tout l'UNEAP, ni en première année, ni en deuxième année. Et en fait, ils sont venus nous rencontrer parce qu'ils voulaient organiser les réseaux à Rennes. À l'époque, ils anticipaient, en fait, ils voulaient faire 2 éditions directes avec une équipe d'orgas qui se transmet un peu les choses. Donc nous, on est rentré un peu par hasard dans l'orga en tant que chargé de mission à l'UNEAP. Mais c'était pas vraiment choisi, c'était vraiment pas posé la question avant en fait de s'engager ou pas. Et il y avait une opportunité d'organiser un événement, on s'est dit pourquoi pas devenir un peu un acteur de quelque chose et au lieu de râler contre des événements ou des soirées étudiantes qui sont mal organisées, on s'est dit on va essayer de faire mieux. Ça marche. Les étudiants peuvent avoir du mal à saisir ce que l'investissement à l'échelle nationale représente. Donc toi qui as fait ton entrée dans l'engagement étudiant par cette porte, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus en termes d'investissement, de fonctionnement avec une équipe qui peut être dans différentes écoles et puis un petit peu nous parler des enjeux que représente l'association par rapport à l'enseignement en architecture? Je pense que ça a vachement changé depuis le temps. Déjà quand je suis arrivé, on était tellement peu nombreux que cette question nationale, elle était traitée dans les questions, dans les sujets sur lesquels on travaillait, mais on était moins étalés sur toute la France, ce qui facilitait quand même un peu le travail. Enfin, à l'époque, on était 3 ou 4 de Rennes, une de Lyon, une de Saint-Étienne et Maxime Derive qui était à Paris. Donc finalement, on n'était pas si étalés que ça, même si au fur et à mesure des années, on a grandi quand même assez vite. Et je pense que là, c'est un peu plus compliqué. Dans une association, ce qui fait vivre l'association, c'est quand même le collectif. Et je pense que le fait de se voir souvent, de pouvoir faire des choses ensemble en dehors, et souvent, on le voit dans nos écoles, c'est souvent des associations où c'est une bande de potes qui fait quelque chose. Là, on n'a pas du tout ce côté-là, on est quasiment que là pour travailler à distance. Pour moi, c'était facile, je suis arrivé par cette porte-là, je suis pas arrivé par le local, je ne connaissais pas vraiment ce travail-là dans une asso avant, donc c'était plutôt facile à apprendre, même si c'est pas toujours évident pour tout le monde de rentrer à l'UNEAP ou dans d'autres assos un peu de cette échelle-là, parce que quand tu n'as pas l'habitude, déjà tu travailles sur tout le territoire, tu te déplaces beaucoup plus souvent que d'autres gens, tu dois communiquer que via Skype, via les réseaux, c'est pas du tout la même chose finalement que tu gères la cafette de ton école ou tu fais ton B2 avec les soirées étudiantes. Après, je pense que même les personnes qui ont fait du local avant et qui sont venues après chez nous, qui rentrent vite dans le rythme finalement. Et heureusement aujourd'hui, l'UNEAP est assez structuré avec pas mal d'événements. Donc on réussit quand même à se voir quasiment tous les 2 mois juste pour des événements. Après, il y a les week-ends de travail. Je pense qu'il y a quand même, l'UNEAP a vachement progressé sur ce côté-là de souder plus les équipes, déjà par la présence physique aussi. Quelques mois après avoir débuté tes engagements à l'UNEAP, tu t'investis au final dans ton école à Rennes.
tu deviens représentant étudiant et tu as organisé également 2 workshops. Pourquoi cet intérêt pour le local? Est-ce qu'il est né de ton travail avec l'échelle nationale? Et qu'est-ce que tu retiens de cet engagement au sein de ton établissement? Je pense qu'il y a 2 choses. Il y a la partie élue où dans beaucoup d'écoles, on a du mal à recruter des gens qui veulent s'engager. Sauf qu'à l'époque, la CE, il fallait des gens par promo, comme des délégués, ce qui orientait plus facilement aussi les étudiants à se dire oui ou non. C'était une année où il y avait très peu de gens qui voulaient s'engager. Et par des sujets que je traitais à l'UNEAP, ça me paraissait assez évident en fait, que j'allais porter un peu la voix. Après, sur les workshops, c'était complètement différent. C'était plus avec les copains qu'on a organisés, surtout le premier. Et j'ai plus eu le sentiment de faire un peu d'associatif, comme beaucoup de gens le font avant de rentrer à l'UNEAP. Donc c'était intéressant. Après, c'était pas. Enfin, j'ai pu apporter des choses que j'ai appris à l'UNEAP, des contacts, une façon de faire, je pense qu'elle était quand même pas trop mal. Et après, est-ce que ça m'a apporté plus? Moi, je sais pas trop. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de réponse. En fait, les choses étaient tellement simultanées que on ne faisait pas vraiment de distinction. Quasiment tout le monde à l'époque de l'équipe UNEAP, sous le mandat de Maxime ou de moi-même, était élu ou associatif ou faisait des projets en même temps à l'école. Donc, en fait, c'était comme une norme finalement. Je pense qu'on avait besoin aussi pour avoir un ancrage, surtout quand tu prends des postes comme la VP ou la présidence. Tu es tellement peu souvent à l'école que tu perds complètement le lien en fait avec les personnes qu'on représente. Donc, je pense que ça permettait aussi de garder quand même encore un pied un peu dans l'école. Et justement, selon toi, quelles peuvent être les disparités ou les corrélations entre ces 2 échelles? Est-ce qu'il y a un rapport d'interdépendance entre les deux? Il y a des bases forcément. Enfin, l'organisation de l'événement, c'est un projet. Donc, je pense que tous les étudiants en archi ont beaucoup déjà cette façon de faire par le projet, en atelier, en groupe. Donc, pour moi, c'est ça en fait qui fait le lien. C'est pas forcément les différentes échelles de l'assaut, mais plus déjà de base, c'est la formation qu'on a tous, le milieu dont on vient, on en discutera après, mais quand j'étais à la FAGE, on voit ce genre de différence en fait, c'est des étudiants qui viennent de tous les champs disciplinaires, ça n'a rien à voir dans la façon de faire, donc non, je trouve qu'il n'y a pas trop de différence réellement entre le local et le national, à part que bon, les sujets ne sont pas du tout les mêmes, ce qui paraît un peu évident, mais sinon, non, c'est pareil. Et en termes, pour parler un petit peu investissement et le temps que ça peut prendre de s'investir en tant qu'étudiant, on entend beaucoup le discours d'un engagement difficile à assumer par manque de temps, notamment dans nos études qui peuvent être assez chronophages. Que penses-tu de cette idée et qu'est-ce que tu aurais à dire à ce sujet? Je pense que tous les membres de l'UNEAP sont déjà mal placés pour répondre à cette question. C'est un peu difficile. Non, oui, c'est difficile. Forcément, les études d'archi sont déjà hyper prenantes. Après, c'est une question de choix. Est-ce que tu as envie de t'engager ou pas? Si tu as envie de t'engager, je pense que tu es capable de libérer un temps. Ça peut être 1 heure par semaine, comme ça peut être 1 heure tous les jours, comme ça peut être toute la journée quand tu es à l'UNEAP. Mais c'est pas vrai, ça dépend de l'engagement que tu veux prendre, de ce que tu veux faire, des projets qu'il y a dans l'asso où tu vas, est-ce que tu crées une asso, est-ce que tu reprends une asso, est-ce que tu organises un workshop, ça dure peut-être que 6 mois. Enfin, je pense qu'il y a une échelle pour tout le monde et un investissement pour tout le monde en fait. Les plus fous vont à l'UNEAP parce qu'ils sont prêts à donner tout le temps. Ceux qui veulent le faire le moins, ils vont peut-être faire, je sais pas, du bénévolat à la COP ou à la CAFET parce que voilà, c'est un engagement qui prend 1 heure ou 2 par semaine et c'est cette échelle-là qui souhaite s'investir, tu vois. Donc non, je pense que c'est une mauvaise excuse. Et on peut voir des exemples dans d'autres filières, enfin, dans une école de commerce, beaucoup d'écoles de commerce obligent limite leurs étudiants à faire de l'associatif. Donc c'est pas que nos études sont plus près d'autres ou pas. On est mal placé pour le dire, on n'a jamais vécu des études de notre filière, donc je pense que c'est une question de volonté, après chacun doit trouver sa place. Et je pense, depuis que moi je suis parti de l'UNEAP ou de l'école de Rennes, il y a quand même eu beaucoup d'assauts qui sont créés dans les écoles. Enfin, juste à Rennes, il y a déjà 3 fois plus d'assauts qu'à l'époque, il y a d'autres écoles aussi que toi aussi. Je pense que les gens ont su créer un peu leur engagement aussi. Tu vois. Avant, il y avait une asso BDE, une asso pour le sport peut-être, une cafette, une COP. Aujourd'hui, tu as des assos photos, tu as des assos qui font des potagers, enfin, tu as des trucs complètement fous. Donc, je pense qu'avec le temps, les gens qui avaient vraiment envie de s'investir ont créé l'investissement qui leur allait par rapport au temps qu'ils avaient à mettre à disposition. Donc, c'est tout.
En 2016, lorsque tu étais membre de l'UNEAP, vous avez créé un projet un peu fou. Vous avez connu la première tournée des écoles. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Donc, quels souvenirs tu en gardes et comment s'est déroulée cette tournée où justement l'association nationale venait à la rencontre des étudiants au sein des écoles? Alors déjà, la tournée c'était un peu une histoire un peu folle parce que je pense qu'on a commencé à y réfléchir peut-être fin mai, début juin, un truc comme ça. On l'a conçu avec Maxime Derif et Julien Leroy, deux anciens présidents. Et en un mois et demi, on a monté le projet, on a acheté un camion, on s'est dit vas-y on va le faire. À expliquer aux écoles que voilà, on allait venir, il fallait bloquer des temps avec les étudiants et tout, c'était pas forcément évident, je sais pas si aujourd'hui c'est mieux, j'en doute, mais c'était assez intéressant comme expérience parce qu'avant on se déplaçait dans les écoles, ça prenait beaucoup de temps et finalement on avait peu d'impact parce qu'on ne pouvait pas faire déplacer 4-5 personnes en même temps dans une école. Donc avec la tournée on pouvait arriver un peu plus nombreux avec des profils d'associatifs différents, aussi de nos rangs même. Enfin, il y avait des gens qui étaient élus, des gens qui ont fait ATK, des gens qui ont été dans leur B2, donc ça permettait aussi de ramener un peu quelque chose de toutes les écoles, dans chaque école, pour qu'on puisse créer un échange. Donc ça c'était super intéressant. Je pense que la première tournée a mieux marché que la deuxième, parce qu'on a fait l'année suivante la deuxième édition. L'effet un peu surprise, je pense, marchait bien, et à l'époque on était bien suivis par nos partenaires aussi, qui ont fait beaucoup pour qu'on puisse le faire en peu de temps. Après, pour nous, c'était une expérience assez dingue. Avec Julien et Maxime, on a passé 4 semaines d'affilée ensemble. C'était hyper intense. Je pense que c'est là où on voit que l'engagement parfois pousse un peu trop loin, parce que c'était quand même assez fatigant. On a dû louper de cours pour pouvoir le faire, forcément. Mais c'était quelque chose de ouf, parce qu'on a pour la première fois pu rencontrer toutes les écoles et toutes les associations, ce qui n'était jamais arrivé avant en fait à l'UNEAP. Et ça a un peu lancé une sorte de dynamique. Je pense qu'en tout cas ça a fait connaître l'UNEAP au moins dans chaque école, par minimum une personne peut-être, c'est que le directeur, je ne sais pas, ou la com. Mais on était sûr que tout le monde savait minimum ce que c'était l'UNEAP. Et on avait inondé les écoles de Goblet des Beaux-Arts, qui jusqu'à aujourd'hui restent un peu dans les écoles. En 2017, lorsque ton mandat de président de l'UNEAP prend fin, tu t'engages à la FAGE, donc une échelle un petit peu différente à nouveau. Tu entres ainsi dans une association qui a vocation à représenter les étudiants, quelle que soit leur filière ou leur université. Tu bascules dans une échelle encore supérieure. Quel était alors ton état d'esprit lorsque tu as intégré cette association et le projet qui était associé à ton investissement dans cette association? Pour moi, la principale motivation, c'était déjà de dépasser le cadre enseignement supérieur. Ce qui était intéressant à la FAGE, c'est d'avoir le spectre très large d'étudiants, pas que d'étudiants, parce que sinon, c'est la première organisation d'étudiants et jeunesse en France. Donc on part quand même avec un spectre plus large de gens. Donc c'était quand même assez intéressant d'apporter ce côté culturel qui existait à la FAGE avant, mais qui s'était un peu perdu durant le mandat, 2-3 mandats avant. Et après, je pense que c'était bien parce que avec Jimmy Losfeld et Vincent Simon, les deux qui étaient à la tête de la FAGE à l'époque, il y avait une forte volonté d'apporter la culture dans les universités. On sait que c'est pas forcément évident déjà dans le cursus. Selon les familles dont les étudiants sont d'origine, ils n'ont peut-être pas forcément eu l'occasion ou la chance d'avoir accès à la culture. Donc nous, c'était un peu ce job-là qu'on voulait faire. On voulait pousser plus loin, aussi pour les questions des étudiants en mobilité qui viennent chez nous. On a passé beaucoup de temps à travailler avec le ministère sur le pass culture, surtout la phase test, la conception, et un peu les attentes des jeunes. Je pense qu'on regrettait un peu que ce soit limité aux 18 ans et qu'on ne permettait pas, parce qu'on part de l'idée que la jeunesse est un processus qui dure un peu et les études font encore partie. Donc on partait de l'idée que ça ne pouvait pas durer juste un an, mais qu'il fallait faire ça un peu sur 3, 4, 5 ans, le temps des études, et voire même commencer avant, déjà au lycée. Et on a passé beaucoup de temps là-dessus, à travailler sur ce projet-là. C'était assez intéressant aussi. On a lancé un événement culturel, on est allé à Strasbourg tester avec nos étudiants le pass culture. Enfin, on a fait plein de choses, et à côté on a travaillé sur des questions d'éducation
CNESARAC qui venait de se lancer officiellement avec les premières élections. Donc il y avait encore un peu de lien avec ce que j'ai pu faire à l'UNEP, mais non, ce qui était vraiment intéressant, ce qui est vraiment la force surtout de la FAGE, c'est d'avoir autant de filières différentes, autant d'associations, parce que c'est des associations qui représentent le territoire, une filière, mais aussi des associations qui n'ont rien à voir. Ça peut être les associations handicapées, d'étudiants handicapés ou ce genre de choses. Donc ça permettait vraiment de plus s'intéresser aux sujets qui intéressent nos jeunes, au-delà de s'occuper des sujets dont les étudiants sont concernés. Mais on voulait vraiment apporter un peu autre chose. Et il y avait plein d'autres projets. Il y a les Agorae, des sortes d'épiceries solidaires dans les facs qui sont lancées par la FAGE, enfin la fédération. Et c'était hyper intéressant parce qu'on pouvait faire des actions culturelles avec eux directement dedans. Donc on était proches et en même temps à l'échelle nationale. Donc c'était une belle expérience pour voir un peu autre chose, parce que j'ai passé beaucoup de temps dans le monde de l'architecture, mais je pense que ça manque encore trop souvent aujourd'hui dans des associations comme Mobiliar et d'autres, pas forcément d'adhérer à des grosses structures, c'est pas la question, mais de travailler avec d'autres gens. Je sais que certaines écoles ou des associations dans nos écoles le faisaient déjà à l'époque, le font toujours, sur des questions de workshop, de soirée ou de projet, de travailler avec d'autres filières, mais je pense qu'il faut qu'on rentre un peu plus dans le monde universitaire, parce que ça nous apportera tellement, et on passe à côté de quelque chose aujourd'hui. Après avoir intégré la FAGE et avoir travaillé avec des acteurs de l'enseignement supérieur, tu intègres un master spécialisé dans le management public dans un parcours intitulé Développement et management des universités. Est-ce que cela a fait évoluer ton regard sur l'enseignement supérieur en architecture et paysage spécifiquement? Je pense déjà pour tous ceux qui ont passé beaucoup de temps à l'UNEP, leur regard change au fur et à mesure un peu. Moi je suis rentré en licence 2, donc je connaissais absolument rien, je pense, à l'enseignement à l'époque. Je suis déjà arrivé avec un certain background, ouais. Après, ce master-là est très spécialisé, vraiment très technique, avec des personnes qui ont passé toute leur carrière dans la haute fonction publique et qui enseignent après dans ce master. On ne regarde pas du tout la même échelle en fait. Pour nous, la question, c'est pas forcément juste un établissement. L'établissement est dans un contexte censé avoir quelque chose, déjà pour le jeune qui arrive avant de quelque chose et qui après doit s'insérer professionnellement. Donc il y a déjà plusieurs phases à ce moment-là. Il y a aussi l'imbrication avec le monde universitaire, la recherche, le territoire en soi. Enfin, il y a plein de questions. Moi, j'ai travaillé pour mon mémoire sur la question des établissements du ministère de la Culture et ce phénomène qui existe aujourd'hui des regroupements universitaires. Peut-être certains connaissent avec les communes et vraiment des fusions d'établissements aussi dans certaines villes. Et j'ai un peu questionné cette chose-là. Quand on regarde aujourd'hui dans le monde de l'enseignement, un peu partout, il y a très peu d'écoles d'architecture. On est quasiment le seul pays qui a encore un fonctionnement par école, même si on existe en Suisse, en Angleterre, un peu à droite à gauche. Mais souvent, en fait, c'est des départements d'archi, des départements d'art ou de génie civil dans les grosses universités. Ce qui fait que l'établissement n'est pas seul et est rattaché à quelque chose qui permet une certaine liberté pédagogique. Aujourd'hui, les écoles, je pense, ont du mal à offrir vraiment un spectre large en termes de formation, d'accompagnement, de plein de choses à nos étudiants, dû au fait de leur taille. Souvent, on regarde des écoles comme Rennes, comme Saint-Étienne, avec moins de 700 étudiants. On n'a pas le corps enseignant nécessaire, on n'a pas les structures administratives forcément pour pouvoir permettre à nos étudiants de faire autant de choses. On voit sur les questions d'Erasmus et des échanges. Aujourd'hui, nos écoles sont très centrées sur la question de l'échange, la mobilité étudiante entre entrantes et sortantes. Un peu sur la question enseignante, surtout pour les chercheurs plus. Mais très peu sur d'autres types de mobilité. Pourtant, le programme Erasmus est beaucoup plus large et englobe des mobilités administratives, des projets comme des workshops ou ce genre de choses. Donc il faudrait, je pense qu'on n'a pas le choix en battant vers quelque chose de regroupé. C'est pas forcément des fusions, ça aura des formes un peu différentes. Et je pense que la chance qu'on a, c'est que nos écoles ont des fortes caractéristiques territoriales. Donc on pourra se baser sur quelque chose qui est très local pour essayer de créer quelque chose, un établissement ou des formations en tout cas pour nos étudiants qui soient plus complets ou qui permettent à chaque étudiant de... On parle toujours de la question d'être acteur de sa formation. Il y a deux échelles de ça en réalité. Il y a l'échelle s'investir comme nous on fait pour faire des choses. Il y a aussi être acteur de sa formation, à faire des choix. Comment je vais dessiner mon parcours étudiant,
plus professionnelle. Et je pense que ces établissements-là ont la chance de pouvoir permettre ça à leurs étudiants. Quand on regarde des universités comme à Munich ou même Aalto en Finlande, on regarde juste la liste des cours en fait, qui existent, et de séminaires et d'options. L'étudiant a vraiment la liberté de se dire moi mes envies sont telles et je vais aller vers là. Et chaque parcours d'étudiant ressemble à un truc différent finalement. Et je pense qu'on pourrait parler des heures sur ce sujet. Je pense que c'est pas la question de l'engagement pour le coup, mais l'architecture a beaucoup bougé. On sort des beaux-arts, on a créé des UP, on est devenu des ENSA. Je pense qu'on est dans un processus qui dure quand même depuis un certain moment, depuis 68, qui n'est pas encore terminé. Je pense qu'on n'a pas atteint la forme qu'on va avoir un moment, parce que déjà la recherche a débarqué dans les écoles d'archi depuis quelques années, de plus en plus dans certaines écoles, d'autres qui ont du mal, qui sont beaucoup plus centrés peut-être sur la profession. On ne s'est pas encore trouvé réellement, et surtout le monde change tellement vite qu'on n'a pas pris de l'avance. Je ne dirais pas qu'on a du retard, mais il faut qu'on s'adapte un peu plus vite au changement du monde et aussi de la profession ou des professions qui tournent autour de l'architecture des paysages. Le numérique, on en a parlé déjà pendant plusieurs fois à l'UNEAP, à différents événements. Il y a plein d'autres questions aussi, questions de mondialisation, questions d'écologie. C'est des sujets qui rentrent doucement, mais qui ont du mal à rentrer réellement, parce qu'ils sont souvent portés par des individus, par des enseignants principalement, mais pas par toute la structure, pas par toute la chaîne, par le réseau des ENSA. Je pense qu'on va devoir se structurer un peu plus, et c'est bien déjà que le ministère va créer un département commun pour toutes les filières qui participera à créer quelque chose de commun. Enfin, quand on regarde la carte des établissements du ministère de la Culture, on se rend compte quand même que la plupart se retrouvent quand même sur les mêmes zones géographiques. Et c'est pas pour autant qu'il y a beaucoup de projets qui se créent. Et c'est dommage, je pense qu'on gagnera à s'ouvrir vers les autres, parce qu'eux, ils sont très intéressés par nous. C'est quelque chose que j'ai vu à la FAGE, qu'on a vu pendant le master aussi, c'est qu'on apporte quelque chose que beaucoup d'écoles n'ont pas, ou surtout d'universités n'ont pas, une autre façon de faire, par le projet, on en parlait tout à l'heure, par l'atelier. Pour beaucoup de gens, ça s'appelle l'innovation pédagogique. Dans les écoles d'archi, ça fait 30 ans que ça existe. Donc je pense qu'on peut apporter quelque chose à un monde, et ce monde-là nous apporte quelque chose. Maintenant, il faut juste qu'on fasse un peu le pas vers eux, mais il y a des établissements qui l'ont déjà fait, à Strasbourg, Marne-la-Vallée, il y a quand même plusieurs établissements qui sont déjà engagés dans un processus comme ça. Maintenant, il reste peut-être à trouver une cohésion nationale qui cadre pas trop, mais qui donne des grandes lignes, ou qui permet des établissements d'être accompagnés et de créer une réelle stratégie sur tout le territoire, pour qu'on ait un réseau. C'est le réseau des ENSA, donc il faut continuer à réfléchir dans cette vision-là, je pense. J'aimerais rebondir sur un des éléments que tu as cité, sur la place de l'étudiant justement dans son école et dans l'établissement et dans l'enseignement principalement. Quels outils finalement les étudiants ont-ils à leur disposition pour devenir acteurs dans l'évolution de leur école et de l'enseignement? Je ne pense pas que c'est moi qui vais apporter la réponse. On l'a vu en début d'année avec l'immobilisation dans les écoles. Il y a quand même, depuis longtemps, il n'y a pas eu vraiment de manifestation dans les écoles d'archi quand même. Et pour une fois, les étudiants qui sont mobilisés quand même nationalement, peut-être pas vraiment dans chaque école, mais quand même dans beaucoup d'écoles. Ça, c'est un moyen de le faire. Forcément, aujourd'hui, on est dans beaucoup de mouvements sociaux en plus en France, donc je pense que les étudiants peuvent lever la voix par des manifs, par des groupes Facebook, des échanges, des débats à l'école. Enfin, il y a plein de formes en fait. C'est juste, il faut le faire, il faut avoir une raison de le faire aussi. Ce qui est un peu regrettable dans ce qui s'est passé en début d'année, c'est qu'il n'y avait pas de cohésion vraiment entre les différents mouvements, juste sur les propositions qui sont portées ou les revendications. Mais en soi, les étudiants, ils ont tous les éléments en main. Je veux dire, on est dans chaque commission, on siège aujourd'hui statutairement, ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque. On a nos associations, on a assez de moyens, je pense, d'être acteurs de la formation et de changer les écoles. Après, sur des questions plus pédagogiques, c'est un peu délicat. Même nous, à l'UNEP, en réalité, on n'a jamais travaillé sur une question de fond pédagogique dans nos écoles, ni sur le programme. Nous, on parle d'outils pédagogiques ou de formes de structuration plus larges, mais on n'est pas architecte, donc on n'est pas mieux placé pour travailler sur des questions très précises sur qu'est-ce qu'il faut enseigner.
on peut questionner le comment enseigner. Et je pense que les étudiants ont tous les éléments en main. Après, c'est sûr que toujours, ça prend du temps, il y a toujours des excuses, où on n'a pas envie, où on a peur, où on ne sait pas comment faire, etc. Après, je pense que les étudiants l'ont toujours fait dans nos écoles. Je pense que les écoles d'art, tout ce qui vient typiquement des beaux-arts, historiquement, ont quand même beaucoup fait en sorte que ça avance dans les écoles. Il faut juste suivre un peu ce qui se passe avec le séminaire sur l'histoire des écoles d'archi. On ressent quand même pas mal de choses qui ont existé. Il y a pas mal de cultures qui existaient à l'époque, avec les fanfares, le système de grande masse, et des choses qui existent dans certaines écoles. Donc, c'est des éléments par lesquels historiquement on s'engageait. Aujourd'hui, on a d'autres formes aussi pour s'engager. Et je pense qu'il faut juste trouver des sujets qui concernent les étudiants aujourd'hui. C'est peut-être le problème des conseils, souvent on traite des questions, des thématiques qui sont très éloignées des étudiants. La question d'un vote de budget intéresse peut-être 2-3 étudiants par établissement, et encore. Mais il faut peut-être qu'on propose des sujets en tant qu'étudiant, en tant qu'association, en tant qu'élu, des sujets qui puissent concerner tout le monde. L'UNEP l'a fait par exemple avec le questionnaire sur la santé, ou des choses sur la vie étudiante, ou le bien-être. Enfin, il y a plein d'éléments, je pense, par lesquels on peut commencer pour qu'on crée un mouvement, ou pour qu'on sensibilise les gens à voilà, notre voix peut servir. Et après, au fur et à mesure, on arrivera peut-être à porter des sujets un peu plus complexes. Les revendications en début d'année étaient quand même très compliquées, parce qu'elles se mélangeaient avec des revendications d'enseignants, d'administratifs, ce qui ne permettait pas aux étudiants de construire leur propre voix, je pense, et de s'unir et de dire voilà, on fait front uni pour quelque chose où on pense que c'est important que ça bouge. Au regard de ton parcours, nous pourrions dire que tes années d'études ont été rythmées d'investissements différents. Est-ce que cela se traduit encore aujourd'hui, et si oui, comment ? Oui, ça se traduit aujourd'hui. J'avoue qu'après mes engagements à l'UNEP et à la FAGE, j'ai quand même pris un peu de temps pour voir autre chose, pour reconsacrer un peu plus à mes études. Et depuis, je suis engagé dans 2 associations ici à Paris. Une fois le Refettorio, qui est un restaurant solidaire qui a été créé par un chef italien qui s'appelle Massimo Bottura, et le photographe français JR. Une asso où on essaye, par la gastronomie et la culture, de lutter contre l'exclusion sociale, mais aussi contre le gaspillage alimentaire. Donc c'est une asso qui n'a vraiment rien à voir avec ce que je faisais avant. L'échelle n'est pas du tout la même. Les personnes pour lesquelles on s'engage finalement non plus. Après, on ressent forcément des choses qui sont pareilles, on vit des choses qui peuvent se ressembler, mais c'est quand même très différent, il faut l'avouer, avec beaucoup plus de bénévoles qui tournent du coup, ce qui bloque un peu peut-être parfois un développement associatif plus fort, ce qui existe beaucoup plus dans nos écoles, mais ce qui est du coup un engagement peut-être pour certains aussi moins prenant. Je pense que un étudiant ne doit pas forcément s'engager que dans une école, il peut s'engager à droite et à gauche, et je pense que ce genre d'initiatives servent à ce genre de personnes de trouver leur investissement à leur échelle. On en parlait tout à l'heure pour le temps. Chacun peut trouver son investissement. Après, on a fait beaucoup de choses durant le confinement, là, avec la crise du Covid, ce qui a un peu changé nos actions. Donc on a dû prendre un peu les choses en main et faire un projet d'aide alimentaire un peu classique, mais à grande échelle, qu'on n'avait pas du tout l'habitude de faire. Donc on est rentré dans un mode beaucoup plus projet qui ressemble peut-être plus à ce qu'on faisait nous à l'époque, en tout cas dans nos assos étudiantes. Donc il y a quand même pas mal de choses qui se croisent, qui reviennent. Et sinon, je suis dans une autre association, un club de basket pour des jeunes filles de quartiers un peu difficiles, on va dire, qui on essaye de, par le sport, les amener vers autre chose, la réussite dans leur vie. C'est des échecs qui n'ont rien à voir avec ce que je faisais avant et qui doivent être surtout très loin de ce que je vais faire professionnellement, je pense, pour pas être trop redondant non plus. Et du coup, voilà. Après, on a plein de... surtout avec les gens de la FAGE, on a plein d'investissements à droite à gauche, différentes échelles, de projets, Je pense que chacun a des idées en tête, surtout quand on sort d'une école archi, on a toujours envie de faire plein de choses. Et on essaie de... Je pense que quand on a fait autant d'années à l'UNEAP, à la FAGE, on
on restera toujours un peu dans cet esprit associatif où en tout cas on veut faire des choses avec des gens, avec plein de gens. Et pour qui on fait, qu'est-ce qu'on fait, c'est pas que c'est secondaire, mais la question se pose. On a besoin juste de faire et de vivre avec ça, je pense. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'il y en a plein des anciens qui font encore des choses à droite à gauche. Si tu devais nous partager un fait marquant de toute ton expérience associative, tu nous partagerais lequel? J'en partagerai un, comme ça je suis pas tout seul dans la merde. Je vais inclure Julien et Maxime dedans aussi. Pour la première tournée, vu qu'on en parlait tout à l'heure, on a fait ce projet et il y avait la question de comment on se déplace. Donc la solution qu'on a trouvée était un camion. Sauf qu'il y avait le choix à louer ou à acheter et on trouvait que finalement c'était pas plus cher d'acheter. Et on a trouvé un vieux camion du service des autoroutes dans le sud, je pense que c'est région PACA ou quelque chose dans ce délire-là, qui n'était pas en jaune et en blanc, peut-être certains étudiants s'en souviennent. Et on a acheté ce camion avec Maxime sans sans même pas du tout parler avec notre trésorière de cet achat. Je dirais pas la somme, mais c'était une autre époque et c'était assez drôle parce que c'était tellement fait sur un coup de tête cette tournée et de voir qu'elle existait jusqu'à l'année dernière. C'est pas trop mal pour un coup de tête, je pense. C'est sûr. Est-ce que tu auras un conseil en direction des étudiants qui regardent cette vidéo pour clore la vidéo? Un conseil, engagez-vous, c'est tout. À ton échelle, dans ton école, en dehors, dans ton club de sport, peu importe. Tu peux faire du tutorat, comme tu peux aider juste un étudiant Erasmus dans les démarches. Tout le monde peut s'engager à son échelle et je pense que là où l'UNEA a vraiment une des principales missions, c'est qu'on fait de l'engagement et on produit des choses, on fait des choses, mais ce qui est le plus important, c'est de donner envie à d'autres personnes de s'engager. Parce que si chacun s'engage 1 minute, 2 minutes, 1 heure, la somme fait que beaucoup de gens sont engagés, on peut avancer des choses. Si on reste que 2-3 à faire des trucs, tu peux donner toute ta journée, ça ne change rien. Et je pense qu'on apprend tellement de choses dans l'associatif et on se fait tellement d'amis, de réseaux, on rencontre des gens, on visite des endroits qu'on n'aurait pas vu avant. Non, il faut s'engager. Chacun trouve son truc à faire. Tu peux faire des photos parce que c'est ton kiff, tu peux créer une asso de musique ou peu importe, tu vois. Juste du moment que tu t'engages et au moins que tu tentes. Tu vois. Essaye et comme ça tu pourras pas râler, c'est la soirée, la nuit. Merci beaucoup. De rien.